Avant de présenter les recommandations, je voudrais dire quelques mots d'introduction. D'abord, sur le constat qui était le nôtre, que d'une part, il y avait se développant une très forte attente de la part des citoyens, des organisations, des ONG, des collectivités, pour que la justice se saisisse des litiges environnementaux et fasse pleinement son œuvre. Sauf que, en regardant la façon dont la justice judiciaire traitait ces contentieux environnementaux, on s'apercevait que ces contentieux n'étaient pas visibles, pas perceptibles, et que les décisions qui étaient prises n'avaient finalement que peu d'impact sur la transition écologique en cours et les tensions qu'il peut y avoir tant dans le champ climatique que dans le champ de la biodiversité. Que ces dernières années, un certain nombre de mesures ont été prises par voie de circulaire, par voie de directive au plan national, et que tout ça était manifestement insuffisant par rapport à l'urgence climatique, l'urgence de la biodiversité, et qu'il y avait vraiment une nécessité de pouvoir changer de paradigme. Et c'est dans ce contexte que on a réuni pendant une année à la fois des entretiens de terrain, qu'on a réuni des chercheurs, des praticiens, pour pouvoir arriver à dresser un état des lieux à partir duquel on a été amené à faire une proposition. En fait, 21 propositions qui forment un tout pour aller vers une justice pour l'environnement. Une justice pour l'environnement avec comme notion transversale par rapport à nos 21 propositions, le caractère systémique des litiges environnementaux. C'est-à-dire que quand on appréhende une question d'un point de vue juridique ou d'un point de vue judiciaire qui a à voir avec l'environnement, on s'aperçoit que il y a à la fois des champs de police administratifs qui sont en cause, des champs de police judiciaire, des questions d'interprétation de réglementation, l'impact de la science, la façon dont un certain nombre de techniques de constatation sont aussi en œuvre dans cette matière complexe, mais que aucun de ces éléments n'est isolé et que tous forment un tout. Et c'est la raison pour laquelle on a été amené à former 21 propositions avec un clin d'œil en forme d'agenda 21 pour une justice pour l'environnement. Donc les différentes propositions que nous allons vous présenter maintenant, elles s'articulent autour de 4 axes qui sont un volet de prévention qui est tout à fait primordial, des sujets autour de la réparation, la sanction et la répression, et puis au final des questions ayant trait à la gouvernance. Alors, s'agissant d'abord de nos recommandations dans le domaine de la prévention, ce que l'on peut dire, c'est que le contentieux de la prévention environnementale doit être dynamisé. Nous sommes partis du constat de ce qu'il existe un fort cloisonnement, un manque de coordination patent entre les polices judiciaires et administratives d'une part, mais aussi entre les polices administratives spécialisées elles-mêmes, les polices de l'eau, polices de l'air, polices des installations classées qui n'ont souvent pas les mêmes approches. Donc la première de nos recommandations en matière de prévention est d'abord d'améliorer l'information, le partage des données et l'état de la connaissance en matière d'atteinte à l'environnement entre ces différents acteurs. Nous proposons ainsi la création d'un observatoire permanent, une plateforme d'information interministérielle qui serait alimentée par les ministères concernés, la justice, l'écologie, le ministère de l'Intérieur, afin de bâtir des nomenclatures et des priorités communes. La seconde proposition que nous formulons en matière de prévention est fondée sur la nécessité de mieux traiter l'urgence,
car le juge se trouve souvent saisi quand les atteintes à l'environnement sont déjà commises, avec des conséquences souvent irrémédiables. Donc, face à cela, nous suggérons de créer un référé judiciaire spécial en matière environnementale qui pourrait faciliter l'accès au juge grâce à des conditions de saisine élargies et qui seraient harmonisées par le législateur. S'agissant maintenant de la réparation environnementale, le constat est fait de ce qu'actuellement le juge judiciaire ne dispose ni du temps ni de la technicité nécessaire pour vérifier l'effectivité de ces décisions, la bonne réalisation finale des mesures de réparation. Nous avons un arsenal juridique français qui prévoit des actions innovantes dans notre droit positif. La réparation du préjudice écologique a bousculé les logiques traditionnelles du droit de la responsabilité civile. Mais pourtant, ce contentieux n'est pas encore investi ni par les procureurs, ni par les agences de protection de l'environnement. Donc c'est pourtant la mission première. Donc face à cela, nous proposons plusieurs solutions. Nous suggérons d'abord de modifier l'article 425 du Code de procédure civile afin d'envisager une communication obligatoire au ministère public de toutes les affaires concernant la réparation écologique. Cela permettra de le sensibiliser et d'investir plus particulièrement son rôle dans ce domaine. De son côté, le ministère de l'écologie devrait pouvoir donner instruction à l'Office français de la biodiversité d'en faire de même devant le juge judiciaire. Ensuite, nous proposons la création sur tout le territoire français de points d'accès à la protection de l'environnement. Nous les avons imaginés sur le modèle des points d'accès au droit qui existent déjà, et cette institution que nous imaginons aurait pour mission d'informer et d'orienter les citoyens. Il s'agirait de maisons de la justice verte qui pourraient être l'occasion de mettre en lien les acteurs locaux pour mieux associer la société civile aux enjeux environnementaux. Ces maisons vertes pourraient devenir le lieu adéquat pour mettre en œuvre des mesures d'information citoyenne, des processus de médiation environnementale ou encore l'exécution de peines comme des stages de sensibilisation aux enjeux environnementaux ou encore la réalisation d'heures de travail d'intérêt général dits verts. Enfin et surtout, nous proposons la création d'une juridiction nouvelle créée ex nihilo au sein de l'organisation judiciaire, la juridiction pour la protection de l'environnement. Il s'agirait en effet de la clé de voûte du système de protection proposé dans notre rapport, la création d'un juge dédié, une juridiction autonome spécialisée disposant des compétences, du temps et de la technicité nécessaires pour assurer une véritable réparation écologique. Alors pour la thématique de la sanction, l'ensemble des observateurs s'accordent à dire que le droit répressif de l'environnement est fragmenté, peu cohérent et peu dissuasif et in fine peu lisible. La mission s'est efforcée de faire des recommandations pour donner au droit pénal de l'environnement une cohérence et une certaine intelligibilité. Tout d'abord, s'agissant des pouvoirs des inspecteurs de l'environnement, il faut noter que ceux-ci ont été sensiblement renforcés par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité. Mais les inspecteurs de l'environnement ne disposent toujours d'aucun pouvoir de contrainte. Et nous pensons qu'il serait peut-être judicieux de leur attribuer un certain nombre d'entre eux, et notamment les dispositions concernant la retenue sous contrainte des témoins pendant 4 heures maximum, prévues à l'article 62 du Code de procédure pénale. De même, s'il existe actuellement un service national d'enquête en charge de l'environnement, le CLAEPS, ce dernier est aussi en charge des problématiques de santé publique. Nous pensons que la création d'un service d'enquête national, ne travaillant que sur mandat judiciaire, dirigé par un juge judiciaire et composé d'inspecteurs de l'environnement dotés de pouvoirs d'officiers de police judiciaire, serait pertinent à l'image de ce qui est fait par le service des enquêtes judiciaires des finances. S'agissant de l'adaptation des textes, la mission propose diverses mesures d'ordre législatif et réglementaire. Afin de lutter contre l'éparpillement des textes répressifs, la mission propose que l'essentiel de ceux-ci soit regroupé dans le livre 4 du Code pénal, consacré aux intérêts fondamentaux de la nation. Par ailleurs, la mission recommande de réformer en profondeur le droit pénal de l'environnement, en créant notamment un délit générique d'atteinte grave à l'environnement,
en correctionnalisant les comportements relevant actuellement du domaine contraventionnel, mais dont les conséquences sur l'environnement revêtent une gravité évidente, et en procédant aussi à des assimilations entre certains délits pour l'application des règles sur la récidive. Par ailleurs, sur le modèle de la convention judiciaire d'intérêt public appliquée en matière de corruption et de fraude fiscale, la mission propose la création d'une convention judiciaire écologique, cette fois, négociée entre la personne morale et le parquet, homologuée par un juge en audience publique, avec un garant technique chargé de veiller à sa mise en œuvre effective. Cette préconisation est actuellement reprise dans le projet de loi en cours de discussion devant le Parlement. Nous pensons aussi qu'une circulaire conjointe des ministres de la Transition écologique et solidaire et de la Justice est nécessaire. L'accent pourrait y être mis notamment sur la doctrine d'emploi des alternatives aux poursuites en matière d'environnement, qui sont actuellement très banalisées, sur la modélisation et la complétude des procès-verbaux et sur l'indispensable présence des inspecteurs de l'environnement aux audiences de jugement. Enfin, une seconde circulaire de politique pénale à l'attention des parquets, cette fois, pourrait être faite pour réactualiser la circulaire d'avril 2015 et destinée notamment à valoriser les peines complémentaires telles que la privation temporaire ou définitive d'un droit, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction temporaire d'exercer et la confiscation de peines, actuellement prévues par les textes, mais très rarement appliquées en dépit de leur caractère pourtant très dissuasif. Pour ce qui est des questions de gouvernance, il y a tout ce que l'on vient de vous dire concernant l'organisation judiciaire, mais l'organisation judiciaire seule, elle n'est rien si, en amont, dans la façon de pouvoir arriver à appréhender les litiges environnementaux, mais aussi, d'une certaine façon, dans l'aval, on ne traite pas de façon résolue un certain nombre de questions en termes principalement de coordination. Il nous a semblé, à partir d'expériences qui étaient pratiquées dans le département des Bouches-du-Rhône, dans des départements d'outre-mer, que le fait de pouvoir arriver à réunir dans une seule instance au niveau départemental, de façon opérationnelle, d'un côté le préfet, qui est responsable des polices administratives, qui concernent les installations classées, qui concernent la réglementation sur la biodiversité, et puis les services de police judiciaire placés sous l'autorité du procureur, dans une instance co-présidée par le préfet et par le procureur de la République, dans un comité opérationnel départemental de défense écologique. On pouvait avoir là une véritable coordination qui pouvait s'opérer entre ces deux polices qui, par ailleurs, sont soumises au contrôle de deux ordres juridictionnels, la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. Et là-dessus, ce volet, dans les entretiens qu'on a pu avoir, on nous a dit de toutes parts que c'était de cette façon-là qu'on pouvait arriver à avancer de façon très pratique, très pragmatique, pour pouvoir arriver à avoir des rapprochements, ou en tout cas une meilleure connaissance du moment où il fallait quitter le terrain de la police administrative pour aller vers le terrain de la police de la police judiciaire. Donc ce premier niveau, il faut pas oublier qu'il s'articule aussi et qu'il doit s'articuler avec un autre niveau dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui a à voir avec la prévention et notamment l'existence de points d'accès au droit. Il y a un deuxième niveau qui là est dans l'architecture générale de ce que sont les pouvoirs publics, qui nous semble être un niveau qui aujourd'hui fait clairement défaut. C'est que à la fois sur la défense des intérêts des générations futures, sur l'existence de biens communs, tous ces sujets qui ont à voir avec la reconnaissance, qui est très compliquée, de droits spécifiques pour la nature. Il y avait un besoin qui était un besoin impérieux de pouvoir avoir une autorité indépendante, que la Convention citoyenne pour le climat appelle une haute autorité des limites planétaires, que nous avons appelé un garant des intérêts des générations futures, qui a été évoqué par l'existence constitutionnelle d'un défenseur de l'environnement. Bref,
une autorité indépendante qui soit la porteuse et la défenseuse de ces droits qui sont des droits naissants, émergents et prospectifs. Tout ceci, en fait, ne peut pas se faire dans un seul pays. Et c'est assez clair qu'il y a une imbrication des questions environnementales sur le plan international. Ce n'est pas simplement au niveau local. Ce niveau local, il est important, il est primordial dans la perception que les citoyens peuvent avoir des changements sur le plan de la prise en compte des dérèglements climatiques, de la perte de la biodiversité. Mais il faut pouvoir aussi arriver à raisonner, comme on disait, du local au global. Et là-dessus, ce qui nous a semblé, mais les choses sont arrivées postérieurement à la remise de notre rapport, c'était qu'il y avait des enjeux, en tout cas sur le plan européen, qui étaient vraiment primordiaux, dans lesquels la justice pouvait arriver à trouver toute sa place. En fait, il y en a deux principalement. C'est la communication de la Commission sur ce qu'on appelle le Green Deal, dans lequel la Commission vient dire, à un moment donné de sa communication, qu'il est nécessaire de pouvoir arriver à introduire une place pour le juge dans le contrôle, la vérification, la régularité, la régulation des tensions qui vont naître forcément de la mise en place de ce Green Deal. Et deuxièmement, au mois d'avril dernier, dans la communication que la Commission a sortie sur la stratégie de la biodiversité sur la période 2020-2024, il y a un paragraphe qui est tout à fait intéressant parce qu'il est tout à fait nouveau, dans lequel la Commission vient dire que l'effectivité de toute la stratégie, qui est une stratégie essentiellement de prévention, de protection de protection de la biodiversité, il fallait impliquer les juges, les autorités judiciaires des États membres, parce que c'était la garantie que cette stratégie elle puisse avoir une certaine effectivité. Donc sur le plan international, il y a au moins sur le plan européen déjà un certain nombre d'avancées qui sont en écho par rapport à toutes les propositions que l'on peut faire. Et sur le plan international, le congrès prochain de l'Union internationale pour la conservation de la nature va faire une place tout à fait importante au rôle du juge dans la régulation des conflits et des litiges environnementaux.